La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Hello tout le monde. On imagine que vous soyez professionnel ou amateur fan de pâtisserie, il y a des noms des fois qui résonnent un peu plus chez vous et dont vous admirez énormément le travail. Et on doit vous avouer, je dois surtout vous avouer que l'invité d'aujourd'hui, c'est un chef qui, moi, j'admire beaucoup son travail et je le suis depuis un petit moment. Mais je crois que toi aussi, Clémence, tu aimes bien ce chef quand même. Ça a été agréable de discuter avec lui. Allez, trêve de cachotterie, on a rencontré François Daubinet et si j'ai adoré discuter avec lui, c'est également parce qu'il est le chef pâtissier de la maison Fauchon, une des maisons mythiques de la place de la Madeleine, qui est une vraie pépinière de talent et qui a formé au cours des dizaines d'années passées les plus grands chefs pâtissiers. Donc c'est vrai que c'était super agréable de discuter avec François. D'ailleurs, à propos de place de la Madeleine, on s'est retrouvés dans une petite pièce pour enregistrer avec lui et ça résonne un petit peu, mais je pense que vous allez quand même trouver ça intéressant parce qu'on a parlé de quoi, Vince ? Ouais, on a quand même parlé de sujets hyper intéressants, comme notamment ce qui a lancé un peu François Daubinet dans la pâtisserie, c'est-à-dire les compagnons. Et c'est de notre premier invité qui est sorti de cette institution qui est très important pour les métiers de l'artisanat, donc on a souhaité un peu les évoquer. On a parlé processus créatif, on a parlé un petit peu management, et enfin, bien sûr, collaboration avec un artiste, car si vous le suivez un peu son actualité, vous avez pu voir que la bûche qu'il a sortie cette année a été faite en collaboration avec Opar. Voilà, sur ce, on vous laisse écouter, on vous retrouve en fin d'épisode. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes aussi excités que nous, parce que je sais que vous avez vu le nom et vous savez avec qui on est. Moi je dois l'avouer, je suis hyper excité étant donné que quand on a démarré le podcast, c'était un peu un des premiers noms que je voulais. Donc voilà, nous sommes avec François Daubinet. Bonjour François. Bonjour Vincent, bonjour Clémence, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté, vraiment on est trop contents. Alors, on va commencer quand même, Vincent, tu vas expliquer pourquoi tu es dans cet état et pourquoi tu voulais absolument entendre François. Sur quel sujet, pourquoi pour toi c'est un pâtissier emblématique ? Je sais pas, déjà parce que j'adore beaucoup ton travail. Et voilà, alors là, je vous avoue, je lui dis tout ça en live. Juste avant, il ne le savait pas. J'ai peur que je vais pas te mettre mal à l'aise pour commencer l'enregistrement. Il n'y a pas de souci. Non mais ouais, j'aime beaucoup ton travail et ton côté justement très artistique. Et justement, on va parler de tout ça. Mais du coup, je pense que la personne qui parlera quand même le mieux de ton parcours, je pense que c'est toi. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé assez rapide, un petit peu concis de ton parcours pour les gens qui te découvrent peut-être ? Oui, bien sûr. Alors très simplement, ça fait bientôt 20 ans que je fais de la pâtisserie, j'ai commencé à 15 ans. J'ai commencé d'abord par un tour de France chez les Compagnons du Devoir pendant 8 ans, dans lequel j'ai appris mon métier auprès des compagnons en boulangerie, en pâtisserie, en chocolaterie. Donc j'ai passé mes différents diplômes et examens dans ce cadre. Et puis ensuite, je suis parti pendant 2 ans à New York, chez Financier Pâtisserie avec Eric Bédoucha à l'époque. C'était une super expérience. J'étais au décor dans une très belle pâtisserie française à New York et c'était une expérience de dingue pour moi. J'ai appris à parler anglais là-bas couramment et c'était vraiment une sacrée expérience. Et je suis rentré à Paris il y a 10 ans maintenant pour finaliser mon BTM et puis attaquer en restauration étoilée, Palace, gastronomie, donc l'hôtel de Crillon aux côtés de Jérôme Chaussès, qui est maire de France 2015, qui a été mon premier chef à me tirer vers le haut. Et donc là, très rapidement, j'ai fait commis, demi, chef de partie, sous-chef, et puis chef adjoint. Voilà. Ensuite, j'étais au Plaza Athénée, rencontre avec Christophe Michalak et Jean-Marie Blot, qui à l'époque était notre chef pâtissier, quelqu'un qui est très fédérateur et que j'aime beaucoup. Et puis après, je suis parti du Plaza pour faire l'ouverture de la Michalak Masterclass. J'ai plus de date en tête, mais c'était une super expérience. Là aussi complètement différente du Crillon et du Plaza, mais vraiment une ouverture de la première boutique école de Christophe. Être à ses côtés, il est toujours à 2000 à l'heure, donc c'était top. Et puis j'étais avec Yann Mengui et Marie. On était tous les trois, c'était une super équipe. On a vraiment beaucoup bossé et fait des super choses. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment être beaucoup dans la création
et à aimer vraiment créer des choses nouvelles et des choses innovantes. Et puis c'est à ce moment-là que je suis parti de la Michelin Masterclass pour prendre mon premier poste de chef pâtissier au Taïwan, qui à l'époque était 2 étoiles Michelin avec le chef Alain Soliveres. J'ai commencé à avoir ma première équipe, on était 6 en pâtisserie, avec des personnes qui me sont très chères et qui m'ont suivi après dans l'aventure Fauchon. Voilà, donc j'ai fait ça pendant quasiment 1 an et demi ou 2 ans. Ensuite, j'ai eu une année lorsque je suis parti du Taïwan, j'ai passé le concours. Ouais, j'ai fait un concours, le Charles Proust, et juste après ça, j'étais consultant, un peu démo, pas mal avec Valrhona, avec des écoles comme ça en France et à l'étranger. Pendant une petite année, j'ai accompagné aussi certains entrepreneurs à Paris à développer des produits et des projets avant de postuler chez Fauchon pour prendre mon poste de chef pâtissier là-bas exécutif pour le groupe, pour toute l'offre sucrée. Et ça, c'était en juillet 2017. Et du coup, tu y es toujours pour le moment. Et évidemment, je suis toujours, ça va faire 3 ans. Et puis là, j'avais toujours une grosse brigade, une vingtaine de pâtissiers avec moi. Et puis des personnes qui me suivent depuis le Taïwan. Je pense notamment à Thibaut Lefebvre, qui est un peu, c'est mon sous-chef aujourd'hui, mais qui est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, qui est responsable aujourd'hui de la création et de la R&D. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. J'ai eu aussi Pierre Chirac, qui maintenant est le chef pâtissier de Stéphanie Lecalec. J'ai eu Adrien Egbert aussi, qui était mon sous-chef et qui est aujourd'hui qui s'est installé dans sa région natale. Enfin voilà, c'était une très belle équipe. Trop bien. Donc ça, en gros, ça va faire 20 ans, quoi. Ouais, en tout cas, tu es le premier chef qu'on a à notre micro qui a fait les Compagnons du Devoir. C'est vrai ? Ouais. C'est vrai. Et est-ce que tu peux en dire 2 mots ? Enfin, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ça ? Est-ce que pour toi c'était évident ? Parce que on a, en fait, il y a par exemple le titre des meilleurs ouvriers de France qui est vraiment un peu le Graal suprême. Mais c'est vrai que les compagnons, pour moi, ça sonne un petit peu cette même expérience d'exigence, de transmission et d'appartenance à une famille de gens, d'artisans qui perçoivent le métier d'une certaine manière avec des valeurs aussi fortes. Je sais pas, les 2 me font penser un peu à ce même esprit. Est-ce que je me trompe ? Enfin, pour toi, ça représente quoi ? Moi, je pense que j'ai plus rien à ajouter. Hein. Tu viens de dire ce que c'est, en fait. Non, le speech est très bien fait. Non, mais en fait, si tu veux, comme tu le dis très bien, les Compagnons du Devoir, c'est une association ouvrière de formation aux métiers manuels et artisanaux et artisanat d'art. Donc, en fait, c'est une association qui prend des jeunes, plus ou moins paumés, plus ou moins éduqués, plus ou moins peu importe, mais qui ont envie de se former à un métier manuel et à commencer à avoir une vie active très rapidement. Et dans ce cadre, c'est beaucoup quand même des charpentiers, des menuisiers, des ébénistes, vraiment tout ce travail un peu traditionnel, tailleurs de pierre, enfin vraiment c'est des gens qui travaillent dans les ateliers et qui sont très talentueux et qui bossent de leurs mains principalement. Et il y a aussi la boulangerie-pâtisserie. Parce que ça a du sens, c'est un tout. Et donc du coup c'est vraiment une association dans laquelle déjà tu décides d'adhérer, mais en même temps en parallèle de travailler dans ton entreprise pendant que tu te fais former et que tu passes tes diplômes, t'es aussi dans un cadre et une structure qui te permet d'évoluer, d'apprendre. Et donc, t'as des cours du soir, t'as des réunions, et t'es surtout entouré d'une 50aine de jeunes avec des responsables. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu deviens à ton tour responsable, et c'est à toi d'encadrer les jeunes et de commencer à transmettre ton savoir-faire. Et c'est ça qui est important, là, vraiment dans une notion de partage et de transmission, c'est que tu vis en communauté pendant une petite dizaine d'années, entre 5 et 10 ans, on va dire, en fonction de ton parcours. C'est énorme, hein. Et tu apprends aux jeunes, mais tu apprends autant d'eux. Parce que toi, très jeune, du coup, moi, je me suis retrouvé à 20 ans à gérer des équipes de 10, 15 personnes, tu vois. Donc, en fait, très rapidement, tu es dans un cadre hors professionnel. Donc ça apprend plein de choses, tu vois. Ouais, parce que, du coup, on a déjà évoqué dans anciens épisodes le management, etc. Bah là, très tôt dans ta formation, tu vas avoir déjà cet apprentissage du management. Et surtout, tu vas avoir, en fait, très tôt dans ta formation, ces valeurs d'apprentissage qui sont très importantes dans l'artisanat en général et dans la pâtisserie. Ouais, complètement. Et c'est surtout, c'est une notion qui est très importante. Ça me fait plaisir que vous en parliez parce qu'on n'en parle jamais en pâtisserie. Et c'est quelque chose que j'évoque très régulièrement et depuis quand même quelques années maintenant avec mon équipe et avec mes proches et d'autres chefs avec qui j'en parle. On n'apprend pas à devenir manager, en fait. Nous, on apprend à faire des gâteaux et par le temps, par la force des choses, en prenant des responsabilités, on devient chef. Mais à aucun moment, on te dit tiens, tu vas faire une formation en management et tu vas apprendre à gérer 20 personnes. Ça commence peut-être dans certaines grandes maisons à devenir un sujet, mais c'est pas le cas en fait. En formation en pâtisserie, moi en 17 années de pâtisserie, j'ai jamais eu de formation de management. Ouais. Par contre, à côté de ça,
comme j'ai cette éducation un peu des compagnons, de communauté, de trucs solidaires, de partage, d'échange, de transmission de savoir-faire, et comme c'est quelque chose qui me touche particulièrement, d'être près de mon équipe et qu'on œuvre pour une mission ensemble, c'est quelque chose auquel je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup, enfin voilà, je suis abonné au magazine Management depuis 10 ans au moins. Enfin, c'est quelque chose qui est pour moi hyper cohérent avec mon métier aujourd'hui. Et on le dit toujours qu'un chef est rien sans son équipe, mais c'est vrai en fait. Moi, c'est un truc que je vis au quotidien, et sans eux, je ferais pas grand chose, quoi. Donc c'est vraiment c'est important de remettre ça dans le contexte, quoi. Ouais, c'est le cœur du métier de chef pâtissier. Ah mais complètement. Et j'ai l'impression, alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit paradoxe qui est que j'ai l'impression que tu t'intéresses beaucoup aux questions entrepreneuriales, de business, et pourtant tu es au cœur d'une grande maison. Ouais. Pour toi, pourquoi tu as choisi justement de devenir chef pâtissier chez Fauchon plutôt que d'ouvrir ta boîte par exemple ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors déjà, j'ai fait ce parcours dont je viens de vous parler en 15 ans. J'ai fait de la boulangerie, de la pâtisserie, de la chocolaterie, du salon de thé en France, à l'étranger, de la restauration étoilée, de la formation amateur chez Christophe, de la formation pro en tant que démonstrateur et tout. Donc j'ai vu un peu tous ces aspects du métier que ça peut offrir, de la formation à la production et tout ça. Et j'avais envie d'un poste de gestion internationale, d'une grande maison, d'un challenge à relever qui soit vraiment très important. Ça, c'était vraiment une volonté de ma part quand j'ai pris ce poste. Et puis, au-delà de ça, Fauchon, c'est une maison qui m'a toujours fait rêver. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais, je sais pas, 16 ou 17 ans la première fois. La première boutique que j'ai été voir, c'était Fauchon, place de la Madeleine, parce que c'était mythique et que si tu veux, c'était un vrai défi pour moi que de prendre ce poste et de relever les manches et d'aller prendre la direction de l'offre sucrée d'une telle maison et d'une institution comme celle-ci. Ouais, carrément, c'est sûr que même encore aujourd'hui, c'est mythique et c'est une maison qui parlera à n'importe quel pâtissier, ça parlera toujours, quoi, Fauchon. Et ouais, parce que déjà l'histoire fait que 140 ans place de la Madeleine, déjà c'est historique, mais aussi par le parcours et des chefs pâtissiers qui sont passés ces 50 dernières années. Aujourd'hui, tous les chefs, une grande majorité des chefs qui sont quand même dans le top de ce qui se fait aujourd'hui, sont tous passés chez Fauchon. Une grande partie, en tout cas, pas tous, mais une grande partie. Et la concentration de talent chez Fauchon. Ouais, exactement. C'est un peu, je pense qu'au travers des 50 dernières années, ça a été une école professionnelle assez incroyable. On parlait tout à l'heure de Jean-Michel Perruchon, qui était sous-chef de Pierre Hermé pendant très longtemps chez Fauchon. Je pense à Thierry Bridron, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est chef exécutif chez Valrhona depuis très longtemps, qui a été aussi lui chez Fauchon, à Christophe Michalak, à Christophe Adam, à Cédric Grolet, et je vais pas tous les citer parce qu'il y en a trop en fait. Mais c'est ça qui est intéressant. Même Dominique Ansel qui est aux États-Unis. Voilà, ça a été une maison qui a formé quand même et qui a... Bon, voilà. Oui, non, mais qui a eu un énorme impact et qui, c'est sûr que ça marque une génération. J'ai juste une mini question. Du coup, t'es arrivé à Paris à l'âge de 16 ans. Tu viens d'où à la base ? Non, alors, je suis pas arrivé à Paris à l'âge de 16 ans. En fait, moi, je suis né en Lorraine, à Thionville. Les pâtissiers lorrains se reconnaîtront parce qu'il y en a quelques-uns, dont Nico Paciello, dont Michael Bartocchetti et d'autres. Donc, je suis né en Lorraine, j'ai grandi en Bourgogne et j'ai fait mon tour de France. J'ai commencé à Dijon, en fait. Après, j'ai fait un peu plusieurs villes en France avant de partir à New York. Et je suis arrivé à Paris, j'avais 22 ans. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la première fois que je suis venu à Paris en tant que visiteur pour un week-end, j'avais 16 ans, je commençais tout juste mon apprentissage. La maison qui me faisait rêver, que j'ai envie d'aller voir, c'était Fauchon, quoi. Et tu te rappelles qui était le chef à l'époque ? Bien sûr, c'était Christophe Adam. Ok, bon, très bonne mémoire. Et toute l'équipe, toute la clique qu'on connaît. Jimmy Mornette, etc. C'est ça, exactement. Oui, il y en a beaucoup trop. Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, c'est des profils avec qui, c'est des gens et des amis maintenant avec qui j'ai travaillé plus ou moins. Du coup, après Jimmy, je l'ai retrouvé au Plaza. Voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et pour ça, Fauchon, c'est une très belle maison. Et alors, du coup, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est est-ce que dans l'idée que tu avais de ce fameux challenge à relever, tu t'es dit que si tu ouvrais une boutique, tu ouvrais ta propre boutique à ton nom, forcément, tu faisais tes créations, c'était ton univers. Est-ce que le challenge que tu as voulu te dire, et est-ce que, je sais pas comment c'était, est-ce qu'en intégrant une aussi grande maison historique qu'est Fauchon, tu as vraiment carte blanche pour y intégrer ton univers, ou alors plutôt, il y a déjà un univers un peu installé et où tu dois t'adapter un peu aux lignes qu'est la maison Fauchon ? Alors, très simplement, en fait, c'est un peu les deux, 50-50. À la fois, il y a évidemment des codes et des valeurs de marque qui sont importants et présents chez Fauchon qu'il a fallu
pour moi apprendre et comprendre, et ça m'a pris une petite année je pense, à vraiment intégrer la totalité de l'offre produits sucrés. Ça c'était une chose qu'il a fallu que j'apprenne, que je comprenne afin de pouvoir le retransmettre dans mes créas. Et après la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une direction qui m'a fait confiance et avec qui j'ai eu parfois des échanges un peu musclés on va dire, parce que j'avais aussi envie d'intégrer mon univers et que c'était très important pour moi et que sans ça, je ne serais jamais arrivé à créer ce qu'on a fait. Et donc j'ai eu quand même la chance d'avoir une équipe de direction qui m'a fait confiance et qui m'a laissé faire quand même, pour répondre à ta question, oui, carte blanche sur les créations, du moment que ça rentre dans un cadre d'une pâtisserie haut de gamme et qui soit de très bon goût visuellement et très intéressante gustativement. Ok. Et toi, du coup, c'est quoi un peu ton univers ? Comment tu veux qu'elle soit ta pâtisserie ? Comment tu le décrirais ? C'est une bonne question ça. Vous avez 1 heure. C'est ça. Non, bah écoute, mon univers, au travers des dernières années, comme je te le dis, j'ai fait pas mal de choses dans différents domaines qui touchent l'univers du sucré. Ce qui m'intéresse quand même vraiment particulièrement depuis 5 ans maintenant, c'est vraiment la création. Et dans la création, j'ai une vraie sensibilité pour ce qui n'est pas forcément toujours palpable, mais une sensibilité aux couleurs, aux gens qui m'entourent et aux dimensions artistiques. J'aime parler de rencontres artistiques que je fais avec certains artistes au sein même de leurs ateliers ou lors d'expositions, dans des musées, dans des vernissages, mais même juste voir un mur graffé, j'adore ça, la peinture, la sculpture, la danse, donc tout cet univers-là, pour répondre à ta question, c'est quelque chose auquel je suis très sensible et que j'essaie d'intégrer au fur et à mesure dans ma pâtisserie et dans mes créations. Ouais, et ce qui se ressent, parce que du coup, Clémence me demandait un peu au début de l'épisode pourquoi est-ce que toi t'étais un peu un de mes pâtissiers un peu chouchou. Moi j'ai ce souvenir d'une bûche 2017 peut-être ou 2010. Ouais, je dirais que c'était Noël 2017, cette fameuse bûche en tube avec cette fameuse vague de chocolat qui la recouvrait partiellement et où. Mais je me souviens, on était en CAP. Ouais, je on crois était en que c'était l'année du CAP et t'avais débarqué en me disant essaye de comprendre ça. Je me souviens très bien. Enfin, moi, cette bûche, je sais qu'elle m'avait vraiment marqué. Je pense que même encore maintenant, c'est une des bûches dont je me rappellerai toujours parce que son visuel était impressionnant. Et en effet, on sent que c'est hyper important l'artistique pour toi. Et on voit que dans tes pâtisseries, en plus de mettre en avant les saveurs que tu vas y mettre, parce que tu ne les délaisses pas du tout, il y a vraiment un premier abord des yeux qui vont voir une œuvre et ensuite ça se passe ensuite dans un deuxième temps pour la dégustation. Ouais, complètement. Mais ça, si tu veux, c'est commun à tout ce qu'on fait en pâtisserie. On est obligé d'abord, la façon dont moi je travaille, c'est d'abord de dessiner et de décider d'un volume, et après, dans ce volume, qu'est-ce qu'on en fait ? En tout cas, moi, je travaille comme ça. J'arrive pas à construire autrement. Pour revenir 2 minutes sur cette bûche, ça a été la première bûche que j'ai fait en arrivant chez Fauchon. Donc, c'était le Noël 2017. Et j'en ai un vrai souvenir parce que ça a été... moi, je me suis mis une pression de dingue parce que je prenais mon premier poste comme ça, à notion internationale, avec une très grande visibilité. Et je me suis mis vraiment la pression pour sortir une bûche qui ressemblait totalement à ce que moi j'avais envie d'exprimer, qui intégrait certaines valeurs de la maison qu'on comprenne tout de suite. C'est pour ça que l'intérieur de la vague, c'est assez subtil, mais quand même on retrouve le magenta, qui est la couleur de la maison. Et c'était très important pour moi de le marquer comme ça. Mais ça a été pour moi un vrai défi de mettre à la hauteur des autres grandes maisons à sortir la bûche, le rendez-vous de l'année, quoi. Oui, voilà, c'est juste ça. Je pense qu'il faut expliquer, parce que pour nous, ça nous semble évident, mais le rendez-vous des bûches et des galettes, c'est vraiment là que se définit toute l'identité créative d'une maison. Et c'est quelque chose qui est préparé bien en amont. Généralement, les bûches... ça sort en décembre, mais c'est déjà prêt en mai, juin. Ouais, c'est ça en général. Du coup, au moins 6 mois avant, et c'est vraiment quelque chose, c'est le casse-tête, et c'est ce qui donne le là. Généralement aussi, les bûches et les galettes il arrive souvent qu'elles soient liées. Bien sûr. Dans l'identité et visuellement, donc c'est aussi pour ça, pour expliquer cette pression. C'est pas juste le gâteau de Noël, quoi. Oui, c'est clair. Non, parce que en fait, nous on le voit. C'est un gros challenge. Enfin, la première chose, c'est que c'est un gros challenge pour la maison parce que les fêtes de fin d'année, pour nous, ça représente. C'est un tiers de notre année en termes de visibilité, de communication, de chiffre d'affaires, de tout ce qu'on veut en fait. Donc, c'est un grand temps fort pour nous, pour les maisons comme Fauchon et d'autres. C'est quelque chose de très important. Donc, évidemment, on met beaucoup d'énergie là-dedans et on est une équipe. Je suis pas le seul
à travailler. Évidemment, j'ai mon équipe en pâtisserie, mais il y a aussi toute l'équipe en fonction support. Je pense à la chargée de communication qui, elle, gère tout le dossier de A à Z. Je pense aux personnes qui travaillent à la direction artistique, qui donnent un thème et un brief annuel. Je pense à Sébastien Monceau aussi, qui est mon homonyme en salé, qui lui aussi essaie de décliner dans ce qu'il fait le thème de Noël. Donc en fait, c'est un vrai gros travail de la maison que de se dire, pendant 6 semaines, on va être vraiment sur une offre il faut qu'elle soit cohérente pour tout en fait. Ouais. Et c'est ça qui pour nous qui est très important. Mais à la fois, on sait que la bûche, il faut que ce soit la cerise sur le gâteau, quoi. Mais dis-moi, alors juste, tu as mentionné donc ton sous-chef qui maintenant fait la R&D, Oui. recherche et développement. Là, tu viens de mentionner un directeur artistique. Oui. Comment ça se passe concrètement le processus de création là-dedans avec ces différentes personnes ? Alors, justement, ça, c'est un sujet qui est très intéressant et que j'adore aborder. Le processus de créa, qu'il soit dans une grande maison comme Fauchon ou qu'il soit juste pour autre chose, il est un peu similaire. On part d'abord d'une page blanche, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer, sauf que c'est pas juste le chef pâtissier qui fait son gâteau tout seul dans un coin et un jour, tada, ça sort de la boîte et en fait, c'est pas ça du tout, quoi. C'est vraiment... C'est prêt. Ouais, mais moi, ce que j'ai appris à faire, ce que je ne savais pas et ce que j'ai appris à faire lorsque je suis arrivé, c'est qu'en fait, t'es pas tout seul, qu'il y a des gens qui travaillent à la stratégie, à la communication, au marketing, au packaging et qu'en fait, il faut arriver à mettre tout le monde autour de la table parce qu'en fait sinon tu travailles tout seul et en fait tout seul tu fais rien. Donc il faut arriver aussi à fédérer les gens autour de toi parce que la boîte qui va accompagner la bûche, elle est aussi importante que la bûche parce que pour aller jusqu'au bout du bout, parce que le transport, le truc et tout. Donc pour parler du processus de création, c'est un travail qui est forcément collectif. En fait tout seul, tu peux avoir une idée de génie et ça arrive une fois tous les 10 ans, mais en général ça se construit quand même à plusieurs avec des échanges, des briefings, des brainstorming. Et c'est comme ça en fait qu'on construit une bûche, une offre, une gamme, un magasin, une boutique, un projet. Ça peut pas arriver autrement. C'est pas toi tout seul dans ton lit que tu te dis ah bah tiens je vais pondre ça. C'est pas vrai. Ouais. C'est d'abord parce que tu te lances un challenge et après comment tu y réponds. C'est ça en fait qui est intéressant dans le processus de création, je trouve. Ouais, et du coup, là, si j'ai bien compris, vous y réfléchissez même à plusieurs cerveaux. C'est pas Ouais, bien un sûr. qui a le lead, c'est vraiment une collaboration. Après, ça reste, je vais pas faire le mec, mais ça reste quand même moi qui donne le là. À un moment donné, et c'est normal qu'en C'est tant que ton chef, ce soit d'abord mon rôle, et deux, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est moi qui porte le projet. C'est mon nom dans la presse, et donc, du coup, si ça ne me ressemble pas, si ça me convient pas, j'aurais du mal à l'exprimer, à le vendre, à en parler. Donc en fait, rien que pour cette raison, il faut que ce soit le chef qui valide, entre guillemets, le projet. C'est obligatoire. Ouais. Bien sûr. Maintenant, c'est aussi important de mettre tous les éléments autour qui font qu'en fait, sans ça, tu pourrais pas. Et je pense, j'ai une pensée particulière à mon équipe, où quand tu te retrouves du 20 au 24 décembre à travailler jour et nuit pour arriver à sortir la bûche qu'on a sortie l'année dernière, un incandescence avec une bulle en sucre soufflé dessus, c'était inimaginable. Quand j'ai pondu ça au mois de mai, on m'a dit ah, non, ça va être n'importe quoi, ça marchera pas. Et finalement, tu mets tout en œuvre, quand tu y crois vraiment, tu mets tout en œuvre pour que ça fonctionne. Et on a livré 300 clients avec des bûches signature et les 300 sont arrivés intacts et ça n'a pas bougé et c'était nickel. Et on a fait un feu d'artifice dans une bulle en sucre soufflé, dans une bûche signature, je veux dire. Mais parce que la boîte qui allait avec de transport était aussi en bois, elle permettait le transport et que ça prenne pas l'humidité. Donc il y a plein de petits paramètres comme ça qui sont inhérents au projet mais qu'on voit pas forcément sur la photo qu'on poste sur Instagram, quoi. Carrément. Et là, justement, c'est une très bonne transition, vu que c'était une question un peu que j'avais en tête, c'est est-ce que toi, des fois, t'as quelque chose en tête de fantastique, comme cette fameuse bulle en sucre soufflé, et où la limite à ta créativité, c'est un peu l'aspect technique, ou est-ce que des fois, tu t'es dit « Ah, j'ai trop envie de faire ça, ça pourrait être fantastique », mais techniquement, c'est, je sais pas, irréalisable, ou trop compliqué, Ou alors juste une fois et pas reproductible en production. Ouais, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est une très bonne question et c'est très souvent le sujet d'ailleurs avec mon équipe et notamment avec Thibaut dont on parlait là, qui m'accompagne dans beaucoup de sujets. En fait, une chose que m'a appris François Perret, j'ai eu une discussion avec lui lorsqu'il était au Shangri-La, donc ça remonte à quelques années. Il m'avait dit, j'étais jeune chef à l'époque, j'étais au Taïwan, et il m'avait dit, écoute François, si tu veux créer des choses qui sont vraiment innovantes et en rupture avec ce qui se fait déjà, il faut que tu te coupes obligatoirement des contraintes de la production, sinon tu es obligé. En fait, si tu pars de la production, tu n'arriveras jamais à faire un truc qui soit hors du commun. C'est impossible. Okay. Mais oui, parce que finalement, les process mis en place sont pour des choses qui existent déjà. Et déjà, alors d'une part, et deux, parce que nous, on pense
production, on pense tout de suite répétition, le geste du quotidien, d'en sortir 100, 150, 200 par jour, tous les jours et tout. Et donc tout de suite, tu te mets dans une machine où il faut que ça rentre dans des cases. Ouais, et en fait, si tu commences à créer en partant de là, déjà, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est important pour moi de vous en parler, parce que je me souviens que François m'avait dit ça à l'époque, ça m'avait vraiment interpellé, et c'est un truc qui est resté gravé dans ma tête en me disant, ok, enfin c'est vraiment un truc, un tips qui m'a donné que je le remercierai jamais assez. C'est incroyable parce que ça retourne carrément le point de vue, quoi. Du coup, tu t'enlèves des limites, en fait. Et maintenant, quand j'essaie de transmettre ça à mes gars, là, à mon équipe, et même moi, quand je crée, tout de suite, je pars jamais des contraintes de production. Je pars d'une page blanche. Qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce qui me fait rêver, et qu'est-ce qu'on peut faire d'incroyable. Et après, on verra. On s'en fout que ce soit dur, que ce soit compliqué, que ça marche pas et tout. On mettra ce qu'il faut en œuvre pour que ça fonctionne. Et l'exemple de la bûche de l'année dernière, c'était le parfait exemple. Parce qu'on s'est tous dit, attends, ça marchera jamais, une bulle en sucre soufflé, 2 jours au frigo, ça va fondre, ça va faire ça, ça va faire ça. Et en fait, après, tu trouves des solutions. Et là, pour moi, dans cet esprit-là, là, tu crées. Sinon, en fait, tu reproduis simplement, tu fais une copie d'un truc qui est déjà existant, en fait. Ouais, parce que bon, alors, je sais pas si ça parle à tout le monde, cette fameuse bûche de l'année dernière, mais en gros, c'était une sorte d'anneau avec au centre une bulle en rouge, en sucre soufflé, et vous aviez mis une sorte de tige qui faisait un effet feu d'artifice en fait à l'intérieur de la bulle. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, l'idée, c'était de partir vraiment sur un truc. Déjà, elle s'appelait incandescence, parce que j'ai envie de jouer avec le feu. C'est un élément que j'adore. Moi, on n'en a pas parlé, mais j'adore la nature. Donc, c'est des éléments avec lesquels j'aime travailler. Et le feu, l'idée, c'était d'avoir un truc explosif pour Noël. On s'est dit, on va partir sur un truc comme ça. Et donc, l'idée de faire un feu d'artifice dans une bûche est venue assez rapidement. On s'est dit, comment on peut faire ça, comment on peut contenir pour que ce soit pas dangereux non plus pour les clients s'il y a des enfants et tout. Donc, on s'est dit, on va le contenir dans une bulle. Et après, donc nous, on avait au salon de thé à l'époque, on avait pas des ampoules, mais des luminaires Dixon qui ressemblent vraiment à ça, une espèce de boule déformée un peu orange. Et en fait, en voyant ça, on est vraiment parti de là en se disant, tiens, on pourrait faire une bulle comme ça, ce serait sympa. L'incandescence, donc c'était orange un peu pétillant, un peu feu. Et à l'intérieur, on a fait une vraie compotée de bananes rôties, caramélisées, flambées et tout. Et donc, on est vraiment parti sur cet esprit un peu feu, magique, ouvrir la boîte, faire rêver les gens, quoi. Ouais. Et bah là, ce que tu viens de dire me fait penser à une autre question, mais d'abord, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit précédemment, où tu dis qu'on n'en a pas parlé, t'aimes beaucoup la nature, etc. Qu'est-ce qui t'inspire ? Est-ce que la nature, du coup, t'inspire sur tes créations, sur tes visuels ou même sur tes saveurs ? Qu'est-ce qui t'inspire ? La nature peut-être ou autre chose ? L'art aussi, ouais. Ou l'art ? Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on a commencé à se dire. En fait, moi, je suis extrêmement sensible à tout ce qui m'entoure. C'est comme ça, je suis fait comme ça. Les gens que je rencontre, c'est une vitrine que je peux voir, des couleurs que j'aime, un changement de saison, des choses comme ça. Donc après, dire que la nature m'inspire, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais c'est vrai que comme j'aime ces éléments-là, je sais pas, je repense à ce qu'on a fait pour le dernier salon de chocolat avec la tarte Stromboli. Stromboli, je l'ai pas pris par hasard, c'est parce que c'est le sable noir d'une île volcanique et qui ressemblait vraiment à ce décor gruyère de cacao qu'on a fait, qui était là aussi assez innovant, mais qui est à la fois très simple. Mais... Tu voulais pas être vulcanologue ? Ouais, si, c'est ça. Quand j'étais jeune. L'incandescence et tout. C'est ça, ouais. En fait, c'est un truc qui, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, je suis attiré, j'adore le feu. Dès qu'il y a du feu, un feu de cheminée, j'adore ça. Et j'avais très envie d'être vulcanologue quand j'étais jeune. Géologue vulcanologue, et il y avait 10 années d'études, et c'était compliqué à l'époque. Mais si c'était à refaire, je dis pas que j'aurais pas fait ça. Mais bon, peu importe. En attendant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'en parle très régulièrement. C'est sûr que bientôt, je vais me barrer avec un sac à dos et je vais aller faire le tour de 2 ou 3 volcans tout seul ou avec des spécialistes pour m'accompagner, évidemment, avec des gens pour me guider, mais c'est quelque chose qui m'attire et que j'ai envie d'aller découvrir. Ça peut faire des beaux voyages, hein, franchement. Moi, j'ai été en Islande, je te conseille pour des volcans très sympas. L'Islande, la Réunion, il y a plein d'endroits comme ça que j'ai envie. Bromo en Indonésie qui était en éruption. mais parce que c'est des forces de la nature, c'est incroyable. Tu vas revenir avec un stock d'idées et d'inspiration. Ça va t'inspirer, je pense. Infini. Et du coup, je vais revenir sur l'autre petite question que j'avais. C'est, du coup, tu t'as parlé de la fameuse compotée de bananes rôties qui était dans ta bûche l'année dernière. Est-ce que tu cherches une cohérence entre les saveurs qui vont... Parce que moi, ce que je trouve aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu fais pas découvrir que des visuels, c'est souvent tu fais découvrir des saveurs, parce que mine de rien, des bûches de Noël à la banane, c'est très peu commun. Et puis même, la fameuse bûche là, dont on parlait d'il y a 3 ans, 2017, c'était au poivre de Timut, il me semble, ceci, cela.
Du coup, tu vas aussi chercher des saveurs un peu pour faire découvrir, mais est-ce que tu cherches une cohérence entre l'aspect visuel et le gustatif en termes de saveurs? Toujours. Oui, alors pour répondre à ta question, c'est un grand oui, c'est certain. Je suis obligé d'avoir une cohésion entre ce que tu vois visuellement et ce que tu vas manger, ça c'est obligatoire. Si tu essaies de faire manger un dessert rouge à quelqu'un et que tu lui dis que c'est de l'ananas, ça va être très compliqué à interpréter dans ton cerveau. En fait, tu vas pas comprendre le truc. Donc si tu veux, évidemment, il y a une cohérence. Dissonance cognitive. Ouais, mais du coup, l'idée, c'est vraiment enfin, moi, je parle, comme je te disais tout à l'heure, d'abord d'un volume et d'une envie d'exprimer quelque chose de différent, et après, j'intègre dedans ce que j'ai envie d'y mettre. Et alors, très souvent, c'est soit une épice que je viens de découvrir, soit un fruit, comme on a utilisé l'année dernière pour la Saint-Valentin, le tamarillo, qui est un fruit légume que j'ai découvert, qui est, je trouve, incroyable, qui est un mix, enfin, une espèce d'hybride entre la tomate et le fruit de la passion, mais qui est dingue, t'en vois jamais nulle part. Ouais. Et donc, c'est intéressant aussi pour moi. Je trouve qu'on a un rôle en tant que chef et ambassadeur d'une maison comme Fauchon aujourd'hui, de faire découvrir ce genre de produits. En fait, on a accès, on a des producteurs et des fournisseurs incroyables qui nous amènent des produits, qui nous font découvrir des choses, et on a un rôle, je trouve, une responsabilité de faire découvrir justement, de sortir de la vanille et du chocolat, et de temps en temps d'aller faire découvrir ce genre de trucs, même si on sait que on reviendra tous sur le millefeuille et la vanille. Oui. Mais tu vois, c'est important quand même, je trouve, Un d'exprimer. peu explorateur aussi. Ouais, un peu. Un Ouais. peu, mais parce que je trouve que c'est tellement intéressant et j'adore utiliser les épices. Alors ça, je pense que c'est plus mon parcours en restauration qui m'a fait découvrir ça, parce que j'ai aussi beaucoup appris au contact des cuisiniers. Malgré ce qu'on peut entendre entre les cuisiniers et les pâtissiers, c'est vrai qu'il y a toujours des guéguerres un peu, mais j'ai quand même beaucoup appris à leur contact en assaisonnant, en mettant des épices un peu partout, en faisant des infusions sur 24 heures à froid et tout. Et ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, je trouve c'est très présent dans la restauration, mais assez peu en boutique, et c'est ce que j'ai voulu amener aussi, une espèce de plus-value d'un mec qui vient de restaurant et de restauration, dans des créations qui finalement, notre plus grosse contrainte, c'est de pouvoir la conserver et la transporter, ce que t'as pas dans un dessert de restaurant. Carrément. Alors, pour continuer sur la création, et puisqu'on a parlé à la fois de ce qui t'inspirait, qui pouvait être dans l'art, et du fait que ce soit toi qui crée, mais que tu ne crées jamais tout seul, on va maintenant parler de co-création et de collaboration artistique, parce qu'on est obligé de parler de cette superbe boîte qui trône sur la table. Oui, parce que là, on sait que tu es très inspiré par l'art, mais là, tu as été encore plus loin en collaborant carrément avec un artiste. C'est ça. Alors déjà, juste première question, est-ce que tu te considères comme artiste ? Alors c'est une question piège, ça. En fait, moi, si tu veux, je suis entre deux univers. J'ai pas de réponse à cette question particulière, parce qu'aujourd'hui, j'estime que je suis artisan de métier, de formation, en fait, c'est ce que j'ai appris à faire. Maintenant, je suis très sensible à tous les domaines artistiques en général. Maintenant, je pense pas qu'on puisse considérer un pâtissier comme un artiste, parce que c'est pas le même métier. Mais dans un travail de création et de recherche et d'innovation, il y a évidemment une notion quand même très artistique qui sort de juste faire ses éclairs au chocolat tous les matins. Et d'émotion aussi. Et d'émotion, bien sûr. D'expression. Donc, pour te répondre, je me situe un peu entre les deux. Je sais, j'ai pas encore trouvé de mots à ça, mais je trouve que le terme hybride, il fonctionne très bien, parce que l'hybride, en fait, c'est le mélange de deux univers. Mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais c'est quand même une espèce de passerelle entre les deux. Et j'en suis un peu là aujourd'hui parce que je suis très inspiré par ça, par les artistes, par tout le côté créatif, mais que ce soit des artistes comme Opar ou d'autres, ou que ce soit dans le domaine de la mode, de la création d'une chaussure, d'une robe, de la danse, de la peinture, je sais pas, il y a énormément de choses que j'aime. Et je me suis fait la réflexion il y a 2 ans maintenant, que j'avais envie d'aller vraiment dans ce domaine de plus en plus, à la frontière entre la pâtisserie et la création et la direction artistique en tout cas. Je me suis dit qu'il fallait que je me forme, et donc j'ai commencé à prendre des cours du soir il y a 2 ans. D'abord au musée des arts décoratifs, j'ai fait une année de cours du soir de modelage de céramique avec Valérie Delarue qui était ma prof, de modelage de céramique, de sculpture, de choses comme ça, pendant 1 an. Et là j'ai arrêté, et cette année j'ai repris des cours de dessin. Donc j'apprends, je me forme en fait en ce moment, avec aussi une prof en cours du soir. Donc c'est important de l'exprimer, mais en même temps c'est quand même ça demande du temps, parce que c'est tous les mercredis soirs de 19h à 22h, pendant 3 heures. On est un groupe de 10 et on apprend à dessiner la perspective, les proportions, les tonalités, et c'est quelque chose qui est pas dans mon métier, mais qui est aujourd'hui,
pas dans le métier de pâtissier, mais dans un métier de création. Ouais. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais Non, mais c'est passionnant. Et maintenant, il faut que tu nous expliques le fragment. Mais donc, du coup, voilà. On va parler un peu de ça quand même. En fait, voilà. Donc du coup, je suis dans cet état d'esprit de vouloir être vraiment dans une direction de création, de signer des projets qui sont impactants visuellement et émotionnellement, parce que j'ai envie d'exprimer quelque chose. En fait, je me suis rendu compte aussi de ça. Si j'ai besoin de créer des choses qui sont hors normes, comme ce projet-là dont je vais vous parler, c'est parce que j'ai envie d'exprimer quelque chose qui est différent de juste une tarte aux fraises. Pourtant, j'adore les tartes aux fraises, mais moi, j'aime les desserts très simples. Si tu me demandes mon dessert préféré, en général, la réponse, ce sera un riz au lait à la vanille, parce que c'est un riz au lait très bien fait, avec un peu de vanille, un peu de fleur de sel. C'est un truc incroyable si c'est partagé avec des personnes et tout. Donc, moi, exactement, le moment aussi. Ouais, c'est le moment qui est important, en fait. J'adore le riz au lait. mais voilà. Non, mais moi j'aime les desserts très simples, tu vois. Donc je trouve que dans ce genre de projet, par exemple, c'est une expression qui est différente. Et donc pour revenir à ça, je sais pas si vous avez une question à me poser ou vous voulez que j'enchaîne directement, mais moi j'avoue, j'avais un truc à regarder, c'était sans avoir les coulisses de comment ça s'est fait, mais quelle a été est-ce que par exemple le dessin, le packaging, ça a été que au bar, ou alors vous avez fait ça tous les deux? Est-ce que la forme de la bûche et des toits, enfin, comment vous êtes réparti un peu le côté de la création de cette bûche? Quelles a été vos parties, ou ça a été une collaboration sur toutes les parties? Alors on va commencer par le commencement. Déjà, moi, jusque-là, c'est ma première collaboration. Malgré ces dizaines d'années que j'ai dans ce métier, j'ai jamais fait de collaboration avant parce que j'aime prendre le temps de faire les choses bien. Donc là, j'avais vraiment envie de mettre le paquet et d'être dans quelque chose qui me parle vraiment et que j'avais envie d'exprimer. Ça, on en a parlé. J'ai rencontré au bar lors d'un vernissage. Il a fait une expo en janvier. Okay. Et puis j'y suis allé, j'ai été à sa rencontre et on a été mis en contact grâce à son agent qui s'appelle Stéphanie, qui nous a très rapidement mis ensemble. On a échangé très rapidement ensemble. Et puis le contact s'est fait assez facilement. Opar est venu moi me voir au labo pour que je lui explique aussi un peu mon univers. Et on s'est dit que c'était hyper intéressant peut-être de faire un truc ensemble. Je sais pas, il y a eu un feeling, un match qui s'est fait. Et on s'est dit, ok, vas-y, on part sur une idée, on verra ce qu'on peut faire. Et puis après, donc lui est venu au labo, il a compris un peu aussi mon univers, le chocolat, tout ça. Et moi, j'ai été dans son atelier, j'ai appris aussi le sien, ses dessins, sa façon d'être et tout. Et donc très rapidement, on a décidé de partir sur une collaboration comme ça. Et je sais plus quelle était ta question. Ah oui, comment c'est venu, pardon. Ouais. Qui a fait quoi. Ouais, voilà. Donc on s'est rencontrés, on a échangé, on a tout de suite kiffé les échanges l'un et l'autre. On s'est dit, ok, il y a un truc ensemble à faire. Ça va être chouette. Après, on s'est dit, ok, donc si on fait un gâteau, lui, une de ses premières réflexions, ça a été de me dire, si on fait un gâteau, je veux que ce soit un truc à partager pour plusieurs personnes. Donc déjà, on s'est dit, ça va pas être un petit truc, ça va être un truc à partager. Donc là, aujourd'hui, le fragment, c'est un entremets pour 6-8 personnes. Mais 8 vraies personnes, quoi. C'est un truc gourmand à partager sans problème. Donc ça, c'était une de ses premières réflexions. Après, moi, une de mes réflexions, ça a été de dire, si on crée forcément un packaging et une boîte associée à ça pour pouvoir transporter l'entremet, il faut que ce soit un objet bijou, un écrin, un truc un peu collector, qui est exclusif, qu'on n'a pas l'habitude de voir en pâtisserie. Mais surtout, je veux que ce soit un objet qui reste, qu'à la fin de la dégustation, on conserve cette boîte et que ça devienne un objet à la maison qu'on peut transformer. À l'intérieur, on peut garder des cigares, je sais pas, ce qu'on a envie d'en garder, mais en faire une boîte qui soit utile à la maison et qu'on peut conserver. Tu vois. Ça, c'était vraiment important pour nous deux, de se dire que même dans toutes les réflexions qui se font en ce moment autour de l'éco-responsabilité, de se dire qu'on met pas autant d'énergie et d'argent dans une boîte qui va finir à la poubelle au bout de 3 minutes, parce que je trouve ça inadmissible. Donc voilà, on a pondu ce coffret sur lequel il y a une reproduction d'une des œuvres d'Opar en vernis sélectif qui est dingue, une texture soft touch. Et en fait, on a un système ici, quand on ouvre la boîte, voilà, qui est un peu aimanté. Et on sort ici, bon, vous pouvez pas voir, mais on sort ici. Voilà, je vais le montrer. C'est pas le plus parlant, auditivement parlant, mais c'est en gros, il y a un premier tiroir et ensuite je sais pas comment dire, une des faces de ce carré se bascule pour qu'on puisse ensuite tirer le plateau sur lequel est la bûche. C'est ça, et en fait ça en fait avec une petite languette en cuir comme ça, couleur caramel, ça en fait un objet cadeau, gâteau, tu vois, qu'on voulait vraiment partager et qu'on puisse offrir à quelqu'un. Donc voilà, l'idée de cette collaboration, c'était vraiment d'en faire comme un fragment d'une œuvre qu'on aurait arraché d'un mur un peu, c'est pour ça que ça s'appelle le fragment. Très rapidement, pour revenir sur les rôles de chacun,
chacun. Moi, j'avais envie d'un volume qui soit un peu comme ça, de roche, un peu comme si on l'avait retiré d'une carrière, tu vois. On sent comme si ça avait été arraché dans une carrière. Et puis après, Alex s'est mis à dessiner au marqueur sur ce bloc en chocolat. On a tout sculpté de A à Z. En fait, l'idée, c'est que moi, j'avais coulé des blocs en chocolat, et quand il est venu au labo, on s'est mis à sculpter ensemble. On est parti de rectangle et on s'est mis à sculpter pendant 2 jours. On s'est laissé, on n'avait rien défini au préalable en fait. C'est ça qui était méga intéressant. C'est qu'on a laissé vraiment s'exprimer nos envies. On est sorti avec un volume. Lui, il s'est mis à dessiner dessus. Après, on a gravé, on a fondu, on a sculpté ça. Et une fois qu'on avait une matrice en chocolat, après, j'en ai fait la suite du processus de création. Ouais, c'est génial. Donc en fait, parce que maintenant pour la production, je pense que c'est des moules que vous avez fait, mais le moule est parti d'un bloc de chocolat que vous avez sculpté. Complètement. Et j'ai des photos que je pourrais vous montrer. On avait un bloc en chocolat qu'on a sculpté de A à Z. On en a fait tous ces volumes là comme ça. Une fois qu'on avait cette matrice en chocolat qui était finalisée, qui nous plaisait, moi j'ai fait un process qu'on fait régulièrement en pâtisserie, mais qui fait totalement partie du processus de création. C'est-à-dire que je l'ai moulé d'abord en gélatine, après je l'ai démoulé, je l'ai moulé en plâtre. Cette matrice en plâtre, je l'ai poncée et tout. Et une fois que j'ai obtenu la matrice en plâtre qui nous correspondait et sur la forme finale qu'on voulait, là j'ai travaillé avec une start-up, une entreprise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mokaya, qui sont des mecs en or. Je bosse avec eux depuis 3 ans maintenant. Ils font de l'impression 3D. Ils font de l'impression 3D sur du moule en silicone alimentaire. Et ils sont hyper innovants. En tout cas, lorsqu'ils ont sorti ça, c'était hyper innovant. Et c'est vrai qu'ils ont une réactivité et une précision dans le travail qui est assez incroyable pour reproduire un moule comme ça. Parce que si tu veux, tu peux faire toi en tant que pâtissier des moules en silicone, ce que je fais, que j'ai déjà fait par exemple, j'étais en finale de Meilleur de France en 2018, et donc pour faire des pièces comme on nous le demande, on a besoin de créer des moules en silicone. Donc si tu veux, ça se fait. Maintenant, dès que tu passes, comme on le disait tout à l'heure, sur une partie production-productivité, où tu as besoin de 50 ou 100 moules, c'est un autre métier. C'est plus mon métier que de créer des moules en silicone, en fait. Ça demande une technique et une expertise qui est différente. C'est pour ça que de faire appel à des partenaires comme ça, c'est incroyable. Et du coup, pour terminer un peu sur cette bûche-là, on a compris l'inspiration sur le visuel, mais comment est-ce que les saveurs te sont venues quand tu t'es dit, ok, là, ce bloc de... je sais pas de quelle roche tu avais en tête, mais parce que c'est... Rappelle-nous, cacahuètes, alors en gros, caramel. Pour faire simple, comme le projet en lui-même est déjà pas complexe, mais il est différent de ce qui se fait en temps normal, parce que c'est pas vendu dans un point de vente physique. C'est une collaboration avec un artiste qui est une première pour moi et pour lui. On n'a jamais travaillé ni l'un ni l'autre avec quelqu'un comme ça. Donc si tu veux, le sujet déjà est hors norme. J'avais vraiment envie, donc le sujet est hors norme, l'entremet a un visuel qui est assez différent de tout ce qu'on peut retrouver en pâtisserie, en tout cas moi j'en ai jamais vu comme ça. L'idée de se faire un fragment de roche, c'est un peu barré quand même. On se dit putain, le mec il est parti un peu loin, quoi. Je sais pas ce qu'il a fumé, mais voilà. Donc du coup l'idée c'était que vraiment dans les goûts j'avais envie d'un truc hyper régressif, hyper gourmand, simple et accessible à comprendre. Chocolat, caramel, cacahuète, ça parle à tout le monde. Et donc on a un croustillant praliné cacahuète, un moelleux à la cacahuète torréfiée, un caramel semi-liquide, une crème brûlée à la vanille à la fève de tonka et une mousse au chocolat à 65%. La définition de la simplicité par François Daubigné. C'est ça. Non mais voilà, donc c'est vraiment chocolat, cacahuète, caramel. Mais si tu veux, en une cuillère t'as tout, c'est vraiment... c'est hyper agréable et en même temps assez peu sucré parce qu'on travaille sur un chocolat noir à 65% qui a une origine dans les îles Grenades qui est top. Et puis voilà. Juste pour finir, on a eu la chance de pouvoir travailler en photo, faire des super visuels avec Patrick Rougereau, qui est quelqu'un aussi que j'apprécie beaucoup. Je travaille avec lui depuis 3 ans pour faire tout ce qu'on shoot chez Fauchon pour toutes nos gammes de Noël ou de Pâques. Et du coup, il a vraiment sublimé aussi. L'idée, c'était de se mettre ce fragment de roche sur une grosse pierre et de faire comprendre l'idée, quoi. Bah oui, je pense qu'il lui fallait au moins ça pour la mettre bien en valeur. Puis même la petite vidéo qui avait été faite de présentation était aussi très parlante parce qu'on voit vraiment de la roche, des coups sur de la roche. C'est très parlant. Mais la vidéo aussi, elle est complètement barrée. Si tu veux, quand on a sorti ça, au départ, quand on est parti du brief avec Charles qui a réalisé les vidéos, c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a super bien bossé et qui nous a fait un truc de dingue. On s'est dit, on fait une vidéo de moins d'1 minute.
qui est un peu un teasing, comme si c'était la sortie d'un nouveau téléphone. Ouais. Donc l'idée, c'était pas de se dire on présente un gâteau, c'était de se dire on présente un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît déjà. Et donc voilà, on a fait une vidéo. On voit que la réflexion, elle est poussée d'un bout à l'autre, et c'est ce qu'on avait déjà avec la boîte finalement. Donc tout est cohérent vraiment dans cet univers, parce qu'en fait vous avez créé un univers. Ouais, voilà. Avec même les photographies et les vidéos. Et en fait, c'était vraiment le but, quoi. C'était de se dire, si, en fait, ça a été une des premières réflexions qu'il m'a fait au part, c'était de me dire, écoute, si on fait un truc ensemble, moi, je veux pas que tu fasses un gâteau et que je mets mon nom dessus et ça fait une collaboration. J'en ai rien à foutre et franchement, ça m'intéresse pas. Donc, on s'est dit tout de suite, ok, on va prendre le chemin contraire, on va se sculpter un truc et après, comment on définit tout le reste, finalement, comme si on créait notre propre pâtisserie, sauf que là, elle est éphémère, elle est hyper exclusive. Parce que c'est un one-shot. L'événement devait être cette semaine normalement, du 5 au 8, à cause du confinement, enfin suite au confinement en tout cas, et pour respecter toutes les normes sanitaires et tout, on a décidé de le remettre du 22 au 24 décembre, juste avant Noël, pour que les gens puissent se faire plaisir avec un gâteau de Noël, quoi. Ouais. Mais ouais, écoute, franchement, tu l'as hyper bien écrite, elle est hyper belle. Et en effet, cette boîte, c'est totalement une boîte qui peut être réutilisée pour tout un tas de choses. Parce tu qu'elle est jettes magnifique, ouais, non, vraiment. L'idée, voilà, c'est vraiment que ça ait du sens et que de bout en bout, on est vraiment un projet abouti en fait. Bah, c'est super, franchement, je pense qu'on a fait un joli tour sur. On a enchaîné les processus créatifs un peu de 3 de tes bûches de ces dernières années. C'est ça. Je pense que ça a été un joli fil rouge. Ouais. Maintenant, on va pouvoir terminer avec nos petites questions un peu fétiches. Du coup, on va commencer par la première qui est: est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir sucré ? C'est une très bonne question, ça. Alors, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Mon premier souvenir sucré, je pense que c'est Le plaisir sucré de Pierre Hermé. Pierre Hermé est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'adore son travail et son approche parce que lui aussi, dans son domaine, c'est vraiment une pointure et quelqu'un qui aime faire les choses différemment. Et j'aime beaucoup ça chez lui. Comme lorsqu'il était chez Fauchon. Enfin, je trouve ça dingue qu'il y a 30 ans, il était à ma place et j'étais même pas né quand il était chez Fauchon. Ça aurait dit comme ça. Non, mais c'est dingue. Et que quand il a créé la cerise sur le gâteau, je veux dire, c'était incroyable. Enfin, on a tous ça en tête. Donc ouais, si je dois évoquer un souvenir sucré, visuel et gustatif, c'est ces deux-là, quoi. Voilà, ton premier souvenir sucré s'appelle Plaisir sucré. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et la cerise sur le gâteau, en fait, on a ce visuel d'une grande part de gâteau et c'était une réinterprétation du Forêt Noire, mais que Pierre Hermé avait fait en collaboration avec un graphiste. Je me souviens plus du nom, malheureusement. Non, moi non plus, je l'ai pas en tête. Graphiste designer. Ouais. Mais justement, voilà, c'était un peu une première, pour le coup, pour l'univers de la pâtisserie, ces deux univers. Ouais, bien sûr. Mais il était déjà, du coup, hyper avant-gardiste il y a 30 ans, quoi. Enfin, c'était bien. Pierre Hermé a marqué quand même pas de génération aussi. Ah ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu aurais, pour terminer, des petites adresses à nous recommander ? Des petits coups de cœur, sucré ou salé d'ailleurs ? Ouais. Alors, sucré et salé, c'est pas la même chose. Hein, parce que salé, franchement, je vais faire le mec un peu, mais tant pis. Dumbo. Parce que franchement, j'ai eu la chance d'aller goûter il y a pas longtemps et franchement, ils font des burgers de malade. Mais trop bien. Franchement, ça défonce. On y était avec l'équipe là il y a 2 semaines et franchement, c'était vraiment très bon. Oui, carrément. La collab qu'ils ont fait, la Dumbo Septime, franchement, je dois avouer que je l'ai goûté, c'était fabuleux. Alors je crois que malheureusement, maintenant c'est plus disponible, mais c'était fabuleux. Mais ouais, franchement, c'est pas hyper healthy, tout ce qu'on veut, mais franchement, ça défonce. Sache que, au général, quand on demande des adresses, on nous donne rarement des adresses de burgers. Du coup, franchement, c'est hyper cool que ça change. Mais parce que c'était trop bon. Et puis c'est spontané. Et sucré, coup de cœur, franchement, faut aller voir la boutique de Nicolas Pacello. Il vient d'ouvrir aujourd'hui 5 Sens. Et franchement, ça vaut le coup d'aller voir. Je pense qu'il s'est démené pour un projet de dingue. Nico, c'est quelqu'un qui était sous-chef lorsque je suis arrivé au Crillon. Ouais. Donc moi, j'étais chef de partie au gastro. Lui était sous-chef en pâtisserie. Et quand il est parti, j'ai pris sa place. Et depuis, on se suit depuis quelques années. Et là, il a ouvert aujourd'hui là. Je trouve ça hyper beau d'ouvrir en pleine période de confinement malgré tout ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est sûr. Ah bah Nico, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Non, mais s'il y a une adresse à aller découvrir, je pense qu'il faut aller voir ce qu'il fait. Il faut aller voir son travail. Bah nous, voilà. On est forcément super d'accord. Une petite adresse d'actu. Alors évidemment, nous ne sommes pas en live, donc ça veut dire que quand l'épisode sort, la boutique a déjà ouvert depuis quelques jours, donc on vous invite à vous y rendre. Ouais. Et puis, je pense qu'on a fait un joli tour. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous deux. Tout ce que tu as pu nous dire et le temps que tu nous as accordé. Ouais, trop bien. Puis, avec plaisir, merci à vous deux. Et à très vite. Oui, à bientôt. Très vite. Et puis, on va suivre les nouvelles aventures et tout ce que tu vas produire ensuite. Ça marche.
Et voilà, on espère que ça vous aura plu. En tout cas, François, lui, depuis notre enregistrement, il n'a pas arrêté. Non content de sortir sa bûche avec Fauchon, il a également toujours sa bûche avec l'artiste Opar, pour laquelle on s'est régalé, et que vous pourrez vous procurer du 22 au 24 décembre, il me semble. Mais surtout aussi, et très intriguant, son brie à la truffe qu'il a réalisé avec un artisan fromager, et qui est en forme de truffe pour de vrai. On a trop hâte d'aller goûter ça. Ouais, franchement, là, on a le choix. Si vous hésitez entre certaines bûches, François Dobinet vous en propose rien que lui 3. C'est pas mal. Sinon, vous pouvez retrouver un article, tout nouvel article sur notre site. Article écrit par Léandre Vivier, un des invités qu'on a eu dans les précédents épisodes et qu'on vous invite à découvrir si vous n'avez pas écouté son épisode. Il est hyper intéressant. Comme tous, vous allez me dire. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Instagram, l'envers du dessert, l'envers-du-dessert. Et évidemment, vous pouvez nous mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça nous ferait hyper plaisir pour nous soutenir. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et un immense merci à l'artiste 12 qui nous réalise les musiques et le mixage de cet épisode. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. À mercredi prochain.